À moins qu'on ne lui ait promis quelques jeunes vierges en prime, il pratique un jeu d'équilibrisme sur le fil du rasoir, prenant parfois le risque de ne pas être compris quand il veut faire passer son message loin des dogmes et des communautarismes. Décapant et corrosif, il continue à revendiquer un droit universel à l'humour noir sur les sujets qui fâchent, même s'il a dû augmenter son budget d'avocat. Identifié comme la branche humoristique d'Al-Qaïda, en faisant exploser de rire des salles entières, il confirme sa position d'axe du mal, c'est lui qui le dit, en s'attaquant à ce qui dérange. Heureux d'avoir enfin conquis le statut de victime, tant envié, il présente ses excuses avec la même impertinence que les gamins pris en faute et qui en rajoutent dans l'insolence. Il demande pardon au Théâtre de la Main d'Or avant le Zénith de Paris le 29 décembre. C'est Dieudonné, notre invité. Bonjour Diodo. Bonjour. Diodo, ça va? Oui, merci pour cette invitation. Tu es un des derniers encore. Vous êtes, je sais pas comment il faut dire à la radio. On sait moi je suis votre ami, je le reste parce que j'estime qu'on a le droit de rire et que oui, ça me paraît important en tout cas pour la liberté d'expression. Mais en tout cas, ça se passe très très bien. Vous l'avez dit au Théâtre de la Main d'Or et on s'attaque au Zénith le 29 décembre. Au fond, tout ça, c'est une bonne opération. Et le tout, c'est de survivre, mais votre petit commerce. C'est une promo à risque, quand même. Une promo à risque. Je vais ouvrir une boîte de communication. Parce que au fond, jouer les victimes, vous avez vu, vous le reprochiez à d'autres de jouer les victimes, mais finalement, ça marche. Alors, oui, mais alors si pour jouer les victimes, il faut vraiment, si vous voulez, qu'on vous interdise de travailler, qu'on tape sur votre public, qu'on s'organise pour que vous ne puissiez plus faire d'émissions de télé et autres pour votre promotion. Oui, oui, ça ressemble quand même à une victime, quand même. Oui. Donc, ça s'organise pas. Quand vous voulez dire on tape sur le public, c'est-à-dire que si on va à votre spectacle, on nous tape dessus. Alors, il y a des risques. Mais oui, parce que l'État ne peut pas. Après, il y a des zones de non-droit dans ce pays, c'est clair. Et la tolérance zéro. Enfin bon, ça c'est un concept humoristique qui avance, qui évolue, mais c'est une utopie de penser que dans ce pays, effectivement, il existe encore des endroits, des espaces. Là, moi, c'était à Lyon où il y a des gens sont rentrés et ont tapé sur le public. Et c'est quand même étonnant. Je n'ai jamais fait usage de la violence sur quiconque et je suis toujours étonné de voir la force du mot, quoi, quand même. Oui, vous en mesurez. Peut-être. Oui, je vois effectivement. Non, mais alors, vous notez expliquez-nous quand même sur le fond des choses, parce que là, j'ai l'impression qu'on tourne autour des choses. Quand on lit les interviews de vous après l'histoire du sketch chez Fogiel, quoi, vous avez dit que vous étiez blessé, qu'on dise que vous êtes antisémite, donc vous étiez blessé par ça, et que ça vous choquait. Et en même temps, à chaque fois qu'il y a une interview, moi j'ai pas vu votre spectacle encore, mais à chaque fois qu'il y a une interview, etc., vous retapez sur cette même communauté, sur les juifs, avec quelquefois des phrases qui font mal, qui sont dures. Jamais retapé, et jamais, c'est pour ça qu'il y a toujours D'ailleurs, j'ai gagné tous mes procès. Si j'avais tapé de manière un peu diffamante sur une communauté, je pense que la justice aurait tranché. Non, c'est à chaque fois il y a un amalgame, une hypersensibilité, une hypertrophie dans la sensibilité sur ce sujet. C'est vrai qu'il y a des raisons on organise en fait. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être que c'est vendeur par rapport à une certaine presse. On organise un discours qui n'est pas le mien. Ce qui fait que quand on passe devant les juges, j'ai jamais dit que les juifs étaient des négriers reconvertis dans la langue. J'ai jamais dit ça. Par exemple, là, on me reproche. Oui, moi je l'ai lu dans le JDD, mais c'est donc non, j'ai dit ceux qui m'attaquent. Il y a des gens qui sont rentrés à Lyon, qui ont tapé sur une petite fille en criant Diodo, sale négro, les juifs auront ta peau. J'ai quand même le droit de dire que ce sont des négriers reconvertis dans l'action terroriste. Et ça c'est ce que j'ai dit. Voilà. Donc, mais si vous sortez une phrase de son contexte, vous pouvez lui faire dire tout et n'importe quoi. C'est un petit peu ce qui est un peu organisé. Dieudonné, justement, quand vous sortez votre spectacle de son contexte, par exemple dans un meeting politique pour la Palestine, etc., que vous faites un bout de votre spectacle ou de sketch, et que on vous applaudit, et vous savez très bien quels sont ces applaudissements. Il y a une récupération, on vous applaudit. Il y a un côté antisémite dans ces applaudissements. Le colon israélien. On a le droit de rire sur l'édification de ce mur dans le désert. Moi qui me bats contre les frontières, qu'elles soient géographiques, ethniques, religieuses, je trouve ça quand même assez amusant quand la bêtise humaine va jusqu'à construire un mur dans le désert. Donc c'est quand même la matière première pour nous, la bêtise humaine de l'humoriste. Notre matière première, c'est la bêtise. Votre rôle, c'est d'abattre les murs, justement. Mais de tous les murs. De l'intolérance, quel qu'il soit, c'est ça. Et moi je suis toujours impressionné par la notion d'appartenance communautaire. Alors peut-être le fait de mon métissage biologique, c'est-à-dire que je n'appartiens
ni à un continent ni à un autre, mais je n'ai pas de frontières dans mon humanité à moi, dans mon concept. Alors votre spectacle, Bruno, vous avez vu le spectacle de Dieudonné? C'est vrai, moi ça m'intéressait de voir, penser que ça allait être 1h30 de règlement de compte avec Fogiel, c'est pas ça du tout, parce que vous parlez beaucoup d'autres choses. C'est très très drôle, et c'est effectivement un numéro d'équilibrisme. À mon avis, vous ne dévissez pas, mais c'est vrai qu'on est toujours un petit peu sur la cime et qu'on n'est jamais à l'abri d'une plaque de verglas. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que devant moi, il y a un spectateur tout à fait anonyme qui a dit à sa copine: c'est très très drôle et c'est triste en même temps. Et je trouvais que c'était une assez bonne synthèse, parce qu'il y a vraiment des sketchs qui sont hilarants, vraiment très très. Il y a notamment une réunion des racistes anonymes, comme il y a les alcooliques anonymes, qui est absolument formidable. Et en même temps, comme vous parlez de sujets extrêmement sérieux, justement le racisme, etc., on rit faute d'en pleurer, quoi, quelque part. Mais c'est vrai, les racines de mon humour sont parfois dans la terre de la tragédie, de la souffrance. Mais justement, quand le doute s'installe, quand les blessures, quand la souffrance est là, le rire, l'autodérision, c'est une manière de transcender tout ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'aborde. Oui, mais justement, Dieudonné, alors, pour reprendre par rapport aux Juifs, vous les accusez en quelque sorte de brandir la Shoah comme un instrument de culpabilisation des autres, de dire puisqu'on a souffert, il faut nous laisser faire ce qu'on veut, et finalement vous servez de cette même argutie en disant oui, mais moi aussi j'ai souffert, moi aussi je suis issu d'un peuple qui a souffert, etc. Et donc arrêtez, vous vous servez de l'argument que vous accusez chez l'autre. Non, mais ce qui est vrai, c'est que je m'approprie toute la souffrance humaine, mais moi la souffrance des Noirs ne m'appartient pas plus à moi, qui suis d'ailleurs à moitié blanc, à moitié noir, qu'à vous tous. C'est parce que c'est un crime contre l'humanité que ça nous appartient à tous. La Shoah n'appartient pas aux Juifs, la Shoah. Absolument. Ça appartient à l'histoire de l'humanité. Ouais. Mais le truc qui est embêtant, c'est pourquoi, pour défendre le juste droit de gens qui sont injustement maltraités, qui sont les Noirs, vous êtes obligé de taper sur la communauté à côté. C'est ça qu'on comprend pas. Non, je ne tape pas du tout sur la communauté à côté. Moi, je passe sur le colonialisme. Je n'ai jamais tapé sur les Juifs de France, jamais. C'est-à-dire que l'amalgame est fait systématiquement dans ce pays, vous le voyez bien. Mais je suis pas le seul qui s'arrive. Je crois qu'il y a un peu de temps, quelqu'un de chez RFI, Ménargue, mais à d'autres moments, Boniface, l'abbé Pierre. À un moment donné, tout le monde y passe. La critique d'Israël, il y a un amalgame qui est fait immédiatement avec les Juifs de France qui sont otages. de Alain Ménargue, quand il dit c'est les Juifs qui ont commencé à créer leur propre ghetto, c'est une phrase scandaleuse. Ça veut dire c'est les Juifs qui ont pas là pour défendre Alain Ménargue. Non, mais bon, je dis simplement que je trouve quand même scandaleux le fait qu'il puisse parler son bouquin. Je l'ai pas lu non plus, mais il y a une hypersensibilité. On a le droit de critiquer Israël sans être taxé d'antisémite. Connaissant cette sensibilité, parfois vous pourriez être plus prudent. Ce qu'on vous a reproché, c'est le sketch de Fogiel. D'abord, moi, il m'a pas fait rire, mais bon, il était pas drôle, il était mal répété, quoi. Non, mais en même temps, l'humour, voilà, on peut pas. Je sais bien. On peut pas réussir à tous les coups. Oui. Et puis on fait pas. Il y a des choses qui vont faire rire certaines personnes, d'autres qui feront rire. C'est très compliqué l'humour. Et qui est là pour juger de ce qui est drôle? Oui, mais le fait d'avoir été récupéré par les islamistes, justement, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous vous retrouvez avec derrière vous une sympathie énorme de tous les islamistes, les antisémites. Pas du tout. J'avais fait un sketch très clair, moi, il y a quelques mois auparavant, sur les attentats du 11 septembre. Oui, absolument. Et donc moi, par rapport à l'islam, par exemple, ou la religion musulmane, qui est une frontière à l'intérieur de l'humanité que je ne reconnais pas non plus, au même titre que les autres frontières. Bon, mais que les gens en aient besoin pour se construire. Mais on a le droit d'être dans une dynamique d'abolition des frontières. Je revendique ça. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je tiens Dieudonné pour probablement le plus grand comique. Ce qu'a dit Jamel d'ailleurs quand il y a eu le sketch. En fait, moi, j'ai mis un temps de retard par rapport au sketch de Fogiel. Je n'y étais pas à l'époque dans l'émission. Je sais pas comment j'aurais réagi sur l'instant. J'aurais sûrement réagi comme Jamel en disant il est très drôle, mais en parlant de son œuvre, vous voyez, entre guillemets. Parce que je venais de voir le divorce de Patrick avant, et dans le divorce de Patrick, il dit des choses qu'aucun humoriste a le courage de dire. Il parle du Coran, de la Bible. Je peux même pas vous dire avec quels mots il en parle, et il met tout ça dans le même paquet. Il faut avoir le courage de faire ça, et il le fait avec un talent d'humoriste. C'est désopilant le truc. C'est vraiment très très fort, mais c'est vrai. Donc c'est l'un des meilleurs. Mais non, donc c'est vraiment le spectacle qui m'a fait le plus marrer depuis Coluche. Il me fait toujours marrer ce mec-là, sauf ce soir-là. Mais pas du tout par conscience politique ou par anti-judaïsme. C'était pas du tout ça. C'est que je trouvais le truc pas drôle, quoi. Je comprenais pas. Tu vois, c'était comme si c'était Maxime qui faisait un sketch. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on. Donc voilà. En obligation publique. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on. Sur l'interprétation, je suis assez d'accord. On est sur des sujets extraordinairement passionnels.
Et moi, ce qui me frappe, la semaine dernière sur Arte, ils ont passé un documentaire formidable qui s'appelait « Ils ont tué Rabin ». Et donc Rabin, le Premier ministre, a été tué par des extrémistes juifs. Et c'était scotchant, parce que donc on montrait le climat de violence insensé qu'il y avait dans ce pays contre le Premier ministre, et on voyait notamment une manif où des juifs israéliens, des israéliens normaux, machin, un truc, des électeurs, se baladaient avec des pancartes où la photo de Begin était transformée en Himmler, c'est-à-dire qu'ils avaient eux-mêmes grimé leur Premier ministre en Himmler. Donc on atteint ça, on est dans la folie pure. L'antiracisme le plus basique, la loi de base de l'antiracisme, c'est de dire qu'il y a des cons partout. Il y a le même nombre de cons en Israël qu'il y en a en France, qu'il y en a. Mais c'est pour ça que c'est le même pourcentage. Non, mais là où il y a un problème, et il faut quand même le dire, c'est que un jour, moi, j'ai fait une chronique où j'allumais Arthur. Il se trouvait que c'était le lendemain d'une chronique où j'allumais BHL. Le troisième jour, il y a une auditrice de Genève qui m'a envoyé une feuille locale, la feuille juive de Lausanne, je crois, ça s'appelait, où on disait avec un point d'interrogation, Guy Carlier ne serait-il pas antisémite? Tu vois, quand tu reçois ça, tu te souviens de, comment il s'appelle? Oui, mais bien sûr, Guy, mais tu vois pas le rapport. Tu dis, non, mais parce qu'il y a une parano. Mais, oui, mais tu peux pas. On demande pas aux gens leur religion joue de ça. Et à partir du moment où des mecs comme Arthur jouent de ça, et tout de suite il y a un amalgame, et le mec se déclare intouchable parce qu'il te balance ça à la gueule. C'est une réalité. Non, mais bien sûr, oui, mais sauf que Staline, il a passé son temps à dire je suis le seul représentant de la classe ouvrière, je suis le représentant du progrès sur Terre en faisant des goulags, et ça s'appelle un salopard. Quelqu'un qui utilise à des fins personnelles, qui met devant lui une bonne cause, ça s'appelle un salopard. On est bien d'accord avec ça. François, la réalité, c'est que tu mets un môme en kippa, tu le mets dans une banlieue, tu le fais traverser Aubervilliers ou tu le fais traverser à Marseille, il n'arrive pas, il est mort. Ouais. Ça, c'est une réalité antisémite, tu vois ce que je veux dire. Le reste, c'est des mots, des trucs, des machins, les conneries d'Arthur, on n'en a rien à foutre. Ça, c'est une réalité. De la même façon que les beurs, que quand Delanoë l'autre jour nous dit des sanglots dans la voix que en Tunisie en 54 d'anticolonialisme les petits arabes qui arrivaient pas sur le truc, mais les petits arabes qui vont dans une boîte de nuit de Paris dont il est maire aujourd'hui, ils se font jeter. Oui, bien sûr. C'est pas en Tunisie il y a 50 ans, oui. C'est aujourd'hui. Bien sûr, Guy, mais justement, moi je pense que précisément parce qu'on vit dans une société atroce où un petit garçon qui a une kippa, il peut pas traverser des endroits dans ce pays, et que par ailleurs il est dégueulasse qu'un type qui a fait HEC ou je sais pas quoi et qui est noir, parce qu'il est noir, on le refuse, ou il peut pas trouver un boulot. Je me dis qu'à ce moment-là, quand on est noir, enfin ou pour partie, ce qui est votre cas, il n'est pas entièrement. Non, d'accord. Quand on est pour partie noir, la règle, le minimum, il est noir. Le minimum de l'humanité, c'est de dire que toutes les minorités se mettent ensemble et que le combat est commun, c'est la même chose. À la passion. Moi, une dernière chose, c'est qu'il y a des choses dont auxquelles on pense pas, nous. Je me souviens un jour, Dieudonné avait fait un sketch à l'époque d'Élie où il disait que Annie Cordy était aveugle et le mec lui dit putain c'est cruel, etc. Et Dieudonné a dit mais attendez, moi quand j'avais 8 ans, je voyais cette femme-là à la télé qui chantait Chocho Cacao déguisée en noir avec un os dans le nez. Tu vois ce que je veux dire? Nous, ça nous faisait marrer, évidemment, le bonhomme Banania nous. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a des choses qui sont dans toi, dans ta chair, dans tes blessures d'enfant, etc. que nous, bon, voilà quoi. Il faut aussi penser à cette tolérance. Oui, alors, une réponse de Dieudonné et on passe à la musique. La réponse que je peux donner, c'est sur le film Le Code Noir, un projet de film sur lequel qu'on a écrit avec Louis Salamolins, un professeur d'université particulièrement précis sur ce sujet, et Claire Botton, une jeune scénariste. On a demandé au CNC une aide à l'écriture, qui est le premier stade dans le processus de montage d'un film. Et on nous a dit que ça n'était pas un sujet de film. Ce même CNC, pour répondre à la question, qui a financé 150 films sur la Shoah. Aucun film sur la traite négrière fait en France. Aucun. Je pose la question. Comment se fait-il qu'on me renvoie c'est quand même très très grave de me dire que ça n'est pas un sujet de film, alors que la traite négrière a été reconnue comme crime contre l'humanité et que ça n'a pas encore intégré les manuels scolaires. La moindre des choses, c'est qu'on puisse au moins avoir un film, une représentation. Le CNC. Mais il faut se battre pour que ce film existe, bien sûr. Alors, je veux dire, c'est le combat. Alors, est-ce qu'on va pas réouvrir une plaie en disant oui, mais de la même façon, 95% des biens appartiennent encore aux descendants d'esclavagistes aux Antilles, les béquets, qui détiennent 95% des richesses. Alors, faire un film sur la réalité historique des choses, est-ce que ça va pas réouvrir une plaie béante? Les villes de Bordeaux et de La Rochelle, hein, voilà. Là, on ouvre un dossier qui n'a pas été ouvert, qui a été refermé, évidemment. C'est pour ça que je trouve un peu naïf l'idée de dire oui, mais au contraire, battons-nous tous ensemble. Mais si on n'entend pas parler de la traite négrière, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a une raison politique à cela.
Nous sommes toujours avec Dieudonné, dont le spectacle marche plutôt bien au Théâtre de la Main d'Or, mais le 29 décembre, là, on s'attaque à une salle beaucoup plus grande, c'est celle du Zénith de Paris. Oui. Il faut remplir 5000 places. Oui. C'est pour ça que, non, c'est bien de pouvoir faire un petit peu de promotion, je vous cache pas. Parce que ce qui est étonnant aussi, j'ai eu le sentiment dans le spectacle que, au fond, comme les enfants à qui on demande de faire des excuses, ils en rajoutaient un peu dans l'offense. Oh oui, mais il y a un droit au blasphème aussi quand on est humoriste, c'est important. Mais j'aime bien quand vous dites pardon pour les offenses, mais vous savez, je n'ai pas d'âme. Je ne suis qu'une bête. Un humoriste. Une âme sans conscience. Oui. Merci. Même à Bretagne, j'oublie pas, je passe mes vacances en règle générale là-bas, ma mère y habite. Mon fils s'appelle Merlin. Non, vous le menez à la baguette, ça. Un petit peu, ouais. C'est pas bête. Il fait ses débuts, hein, le Pyrénard, il fait ses débuts. Faut prendre des notes, faut pas se lancer comme ça. Ce que soulignait aussi Trinidad est très juste. Vous êtes excellent comédien. C'est vrai qu'on le voit moins. Il y a eu le Derrière, on se souvient. Oui. Il y a eu récemment les 11 commandements. Oui, c'est vrai. Il y a quelques projets. Alors là, je pense que je vais passer à la réalisation sur ce projet de film Le Code Noir. Et puis, oui, il y a d'autres comédies là qui m'attendent. Mais là, j'ai eu une année, on va dire, chargée. Oui. C'est vrai que le budget avocat, c'est le PNB du Burundi. Non, mais ça a été assez hallucinant. Bon, heureusement, c'est pas mon souci principal. Mon indépendance me coûte cher, mais c'est vrai que ça a été dur. La tournée qui a dégagé des pressions qui ont été faites sur les mairies. C'est vrai que c'est assez incroyable, alors que j'avais gagné mes procès. Non, ça aura été pour moi une expérience intéressante. Mais folle. Et autrement, vous aviez fait un livre avec toutes les lettres d'insultes que vous receviez. Oui. Ça a augmenté la collection. Ah oui, je pourrais en faire quelques tomes. Ah oui, c'était avant. Toujours sur le même thème de être noir, le racisme. Alors là, c'était plutôt sur des élections à Dreux. Donc là, c'était plutôt raciste, anti-noir. Et là, maintenant, c'est autre chose. Ça a évolué. C'est-à-dire, c'est quoi le thème Beaucoup de gens très très attachés à la politique de Sharon et d'Israël, qui voient en moi le diable, l'antéchrist. Mais vous dites d'ailleurs, je suis l'axe du mal, dites-vous. À moi tout seul. C'est vrai. C'est vrai, à un moment donné, je suis humoristique d'Al-Qaïda. Oui, non, c'était assez étonnant de devenir comme ça. C'est assez amusant, je vous assure. Faut l'essayer. Non, mais c'est enrichissant. Tu pars en fort. Mais justement, est-ce vraiment possible de faire l'impasse sur une réalité historique depuis des milliers et des milliers d'années sur ce qu'est le peuple juif? Enfin, je veux dire, on peut pas non plus. Mais moi, je fais partie de ceux qui pensent que le peuple juif n'a pas plus souffert que les autres peuples. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. C'est ce que je pense. Non mais si tu peux penser que toi il y a une souffrance particulière, moi je crois il y a une souffrance bien sûr. Elle est concentrée dans des moments où c'est assez spectaculaire, mais je pense que tu peux prendre tous les autres peuples. Sida en Afrique aujourd'hui tue 25. D'accord, mais c'est pas oui, non mais là il y a des juifs qui sont atteints du sida. Enfin, je veux dire, non mais c'est l'humanité tout entière. Je veux dire, c'est un peuple qui est petit. C'est ça déjà à la base. C'est quand même les Indiens d'Amérique, il y en a plus. Non mais les juifs ont été persécutés pour leur foi, alors que le sida tue. Pardon, on peut pas comparer non plus. Non, mais c'est un drame épouvantable évidemment, mais c'est pas un ostracisme dont sont victimes les. Non, bien sûr. Non, mais c'est pas parce qu'ils sont africains qu'ils vont que le sida ça va sur eux. Faut pas non plus. Même si c'est 80% cette année, des gens qui mourront du sida sont noirs, ils sont africains. Bon, c'est une réalité. Mais bon, c'est vrai que. Mais c'est une réalité économique. Non, on parlait de la souffrance. Vous me dites, mais le peuple juif a souffert. Mais moi, je vous dis, il n'a pas plus souffert, et pas moins. Non, c'est-à-dire que effectivement, c'est une émission d'humour, c'est un humoriste. J'ai l'impression que c'est aussi sinistre. Non, mais je pense que c'est un terme interdit. En France, il y a effectivement, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu tout un coup une sorte de culpabilité qui fait qu'on a du mal à aborder certains sujets, notamment celui-là. Mais bon, je pense que c'est bien de parler, de relativiser, de prendre un peu de recul et dire que c'est l'humanité tout entière qui a souffert et que le peuple juif, il a fait souffrir, il a souffert, comme les autres peuples, comme le peuple noir. Vous n'aimez pas les blagues non plus. Non, vous n'aimez pas les blagues de Michel Leb. Ben oui, c'est alors là, je comprends pas. Ah oui, moi non plus. Là, qui est vraiment de mauvaise foi. C'est là qu'on sent que t'es pas. C'est vrai que Michel Leb. Je crois qu'il m'a fait rire un peu plus jeune. Quand sur les trucs sur les Chinois. On est content quand il tape sur les autres, au fond, c'est ça. Mais c'est ça le problème de l'humour, c'est qu'en règle générale, et c'est ce que j'ai vu avec ce sketch-là particulièrement. Oui, il y a un chinophobe très drôle dans votre spectacle. Il y a des sujets difficiles, il y a des sujets très clairs. Et notamment, c'est une bonne question, c'est sur la notion de souffrance.
Et je pense que la souffrance appartient à l'humanité. On ne peut pas quantifier ou dire que des gens ont plus souffert que d'autres. Non. Moi, je me permettrais pas de le dire. Voilà, c'est tout. Mais par contre, pas moins que les autres non plus. Justement, par rapport, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Gaston Kellman, qui est quelqu'un de très bien, qui est un sociologue et qui a fait un livre formidable qui s'appelle Je suis africain et je n'aime pas le manioc. Je suis noir et je n'aime pas le manioc, puisqu'il lui il dit je suis noir et bourguignon. Il veut lutter contre ses préjugés, tout ça. Il y avait un débat qui vous opposait à lui, c'était VSD qui avait fait ça, je crois. Et il disait on n'a pas besoin. Enfin, Gaston Kellman, donc dit noir, bourguignon, français. On n'a pas besoin de s'opposer à la singularité des autres pour défendre sa propre singularité. C'est ce que je dis, je pense que je dis que la souffrance, elle nous appartient à tous. C'est-à-dire, on n'a pas à mettre de degré dans la souffrance de chacun. Et c'est pour ça que je trouve que l'hypertrophie de la communication autour d'une souffrance plutôt que des autres, je trouve que c'est malsain. Ça installe un climat malsain. Lutter plus contre l'antisémitisme que contre le racisme, je trouve que c'est une erreur. Il faut lutter tous ensemble contre le racisme. C'est ce que je pense. Et contre la bêtise, d'une manière générale. Oui, mais là, il y a du boulot, parce que la bêtise étant notre matière première à nous, il faut nous laisser un peu de boulot. Oui, mais c'est la matière première aussi du racisme. C'est ça le problème. On est beaucoup sur la bêtise. Est-ce que vous voulez toujours vous faire débaptiser, vous qui êtes prénommé Dieudonné, ce qui est formidable. C'est formidable de s'appeler Dieudonné et de dénoncer, pour moi, à juste titre, les ravages des religions. Oui. Et vous allez jusqu'au bout du raisonnement en demandant de vous faire débaptiser. Et d'ailleurs, c'est Bruno Gassio qui m'avait donné l'idée, parce qu'il s'était fait débaptiser. Je savais pas que c'était possible. Comment on fait alors? Eh ben, il suffit d'envoyer une lettre, en fait. Bon, moi, il y aura une petite cérémonie, une petite fête pour fêter l'événement. mais sur la scène du Zénith, j'imagine. Autrement, il suffit d'envoyer à la paroisse qui vous a baptisé. Enlevez-moi des listes, je ne fais plus partie du projet. Parce que moi j'ai été, on m'a converti au judaïsme, donc est-ce que je pourrais avoir une décirconcision, s'il vous plaît? On peut faire décirconcision. On peut faire greffer aux États-Unis, sérieusement, aux États-Unis, il y a des associations, parce qu'ils le faisaient systématiquement, pas pour des raisons religieuses, mais dans les années 70 pour des raisons d'hygiène, ils pratiquaient une circoncision généralisée. Et les types ont dit qu'est-ce que c'est, on a du plaisir en moins, enfin etc. Et donc il y a des associations, ils portent plainte contre leurs parents d'une part, et d'autre part ils se font regreffer des prépuces, bien sûr. C'est une conversation de 1er novembre. Voilà. C'est génial. C'est génial ça. Pour une Toussaint. Mais non, mais on est dans le débat thème, donc on peut aussi être dans la. Voilà, là il y a un œcuménisme. Moi je trouve ça formidable. Si on commence à combattre ces frontières qui nous divisent, parce que rendez-nous. Oui, mais alors, Dieudonné, vous alliez plus loin. Il y a même la frontière féminin-masculin. Il ne doit plus y avoir de. Alors, vous allez vous faire masculin. Non, mais je veux dire, il n'y a plus de limite à ce moment-là. C'est la nature m'a équipé de la sorte. Donc je respecte son choix, mais je trouve que ça serait bien. Cette frontière, c'est une des dernières frontières. Et là, homme-femme, ça serait bien qu'il y ait une égalité aussi entre les hommes. Oui. Voilà. Oui. Entre les hommes, entre tous les individus qui forment cette humanité incroyable. C'est incroyable d'appartenir à la même famille. Et les hommes et les femmes aussi appartiennent quand même à la même famille. Oui, mais enfin, on appartient à une famille moins respectée que la vôtre, en général. Oui, il y a beaucoup de femmes. Oui, femme blanche, homme noir, on peut dire qu'il y a peut-être des droits communs. Femme noire, c'est vrai que c'est compliqué. Les minorités ont intérêt à s'allier, oui. Ça va bien ensemble. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus. J'essaie d'aller sur le voie de la récncilisation. Il passe cet été au Québec, vous avez vu Elie Semoun et vous avez dîné avec lui, c'est vrai ça? Oui. Et alors? Je suis même allé voir son spectacle. Il paraît que vous avez bien ri. J'ai bien ri. On nous a pris en photo, mais il a interdit que les photos soient diffusées en France. Parce qu'il dit, non, t'es fou, il va y avoir trop de problèmes. Et je comprends ça, parce que c'est vrai que c'est assez surréaliste. Il faut le vivre, et je vais pas imposer aux autres. Parce qu'on est inscrit dans une histoire. Élie est juif, donc c'est vrai que c'est de toute façon compliqué pour lui. Oui, mais est-ce que cette notion d'appartenance, à un moment donné, parce qu'on est français, avant d'être noir, juif, Élie a le droit. J'aimerais bien savoir. Mais on est ce qu'on veut, mais on est ce qu'on veut. Oui, il faut choisir ce qu'on veut. Voilà, aujourd'hui on peut choisir ce qu'on veut. Oui, donc mais si Élie choisit d'être juif, d'assumer son judaïsme. On peut être juif et pas trop con aussi. Alors on peut être, mais on a une identité commune. On a une identité commune quand même. C'est-à-dire, alors je sais pas, on est européens, je sais pas. Et puis vous avez une amitié, comme vous avez été longtemps amis quand même. Oui, mais on est surtout on a un humour commun au départ. Il a évolué sur la bossa nova, bon, ça va voir autre chose. On ne va pas vous empêcher, c'est drôle.
C'est un sujet sensible, vous voyez bien. Oh, il y a des mauvaises ondes. La bossa nova aussi, c'est interdit. C'est dans le rapport Ruffin. Sans plus tarder, un grand admirateur de Dieudonné, c'est Didier Porte. Allô, 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 Dieudonné, m'entends-tu? C'est le Seigneur qui te parle, ton créateur, si j'avais su. C'est Dieu le Père himself qui s'adresse à toi personnellement, mon enfant. Un signe de croix, ça t'arracherait la gueule. C'est pas pour te mettre la pression, fiston, mais ça fait un bail que je t'ai pas vu à la messe. Qu'est-ce que tu étais mignon quand tu étais petit. Ça a bien changé. Je me souviens de toi quand tu étais enfant de chœur. Tu te rappelles du curé de Bourg-la-Reine? Ah si, tu t'en rappelles forcément. On l'appelait le curé de Bourg-la-Reine le mal nommé. C'était pas trop la reine qui prenait le plus. Eh oui, fidèle à ma réputation, je suis omniscient. Je te parle par la voix de Didier Porte, qui est le seul type un peu fiable autour de cette table. C'est d'ailleurs un scandale qu'il soit aussi mal payé. Je peux t'assurer, du côté des bureaux de la présidence et de la direction générale de France Inter, il y en a qui vont pas l'emporter au paradis. Pour le coup, les premiers vont pas être les derniers à se faire botter le cul en arrivant au ciel. Tu peux me croire. Écoute bien ce que te dit mon ami Didier, qui a toute ma confiance. Par contre, méfie-toi du type qui est assis à ta droite. Ne te fie pas à sa coiffure afro. Ce n'est pas un vrai noir. Sans compter qu'il m'a pas l'air très catholique, ce gars-là. Je ne serais pas outre mesure surpris d'apprendre qu'il a eu quelques banquiers esclavagistes parmi ses ancêtres. On m'a même parlé d'un grand-père communiste. Oui, je te rappelle au passage que la majorité des révolutionnaires d'octobre en Russie en 1917, ceux-là même qui voulaient abolir le pouvoir de l'argent et du profit, étaient juifs, mon enfant. C'est pour te prémunir contre les raccourcis historiques sommaires. Bref, écoute ce que ton Seigneur Tout-Puissant a à te dire, mon fils. Dis-toi bien que c'est pas tous les jours que je m'adresse directement à une de mes ouailles. La dernière à qui j'ai parlé directement, c'était Jeanne d'Arc. Une bonne hystérique, soit dit en passant. Le bordel qu'elle m'a foutu avec les roast beef, la petite. Résultat, maintenant, ils adorent la reine d'Angleterre, ces cons-là. Dieudonné, mon enfant, tu devais bien te douter qu'avec le prénom que tu portes, j'allais pas te laisser partir en vrille jusqu'à la fin des temps. Hein. Je te rappelle qu'à chaque fois que tu dis une connerie, il y a mon nom à moi qui est cité dans la foulée. Dieudonné par-ci, Dieudonné par-là, ça commence à bien faire. Si tu tiens vraiment à garder un prénom de noir, fais-toi appeler Prosper ou Fetnat. Laisse-moi en dehors de tes histoires. Je ne peux pas me le permettre, je suis pas franchement au sommet de ma popularité en ce moment. C'est vrai, j'ai un de mes franchisés qui fait encore des bons scores au top 10 du JDD, l'abbé Pierre absolument, mais bon, ça va pas durer éternellement, hein. Je vais pas pouvoir le garder sous perfusion de DHEA jusqu'au jugement dernier, l'abbé. Il y a des limites à l'acharnement thérapeutique, même d'origine divine. En plus, avec tout le boulot qu'il a abattu ici-bas, il les mérite bien, ces vacances, le vieux. J'en dirais pas autant de ses successeurs. Depuis quelques années, au niveau des forces de vente, je touche que des baltringues. Entre Monseigneur Di Falco, qui publie un bouquin d'entretien avec Bec Bédé, je vous raconte pas le nombre de caïtirina qu'il a dû s'envoyer derrière la chasuble, le Jean-Mi, et l'abbé de la Morandée qui passe son temps à discuter de la place de la masturbation dans l'engagement sacerdotal chez Ardisson, les pauvres n'ont qu'à bien se tenir, je te jure. Oui, je peux me le permettre, moi. Tiens, justement, à propos de l'abbé Pierre, lui aussi, on l'avait taxé d'antisémitisme il y a quelques années, lorsqu'il avait soutenu le négationniste Roger Garaudy. Mais tu noteras, mon enfant, qu'à lui, on lui a pardonné. Et oui, il faut dire que lui, il n'est pas noir, n'a la l'air. Oh, fais pas cette tête, je plaisante. Vous êtes susceptibles, vous, les noirs. Des fois, je me demande ce qui m'est passé par la tête le jour où je vous ai créé. Je sais plus quel jour de la semaine c'était, d'ailleurs. À mon avis, ça devait être pas loin du week-end. Hein. Oh, la tronche, je déconne, je te dis. Détends-toi, nom d'une pipe. On est le jour de la Toussaint, je suis le Seigneur Tout-Puissant, et comme mon nom l'indique, je fais ce que je veux en mon royaume, y compris des blagues à 2 balles sur les noirs. Surtout que t'es pas dans la position de jouer les offensés, mon petit bonhomme. Permets-moi de te rappeler cette déclaration que tu as faite dans le journal Libération, datée du 20 février 2004. Et oui, non seulement je vois tout et j'entends tout, mais en plus j'ai des archives. 2 points, ouvrez les guillemets. Pour moi, la religion devrait rester cantonnée à la sphère privée, au même titre que le jazz, la soupe aux choux ou péter dans son bain. Tu vois, mon enfant, ça c'est le genre de formule que tu devrais éviter. Parce que, comme ton prénom l'indique, Dieu donne, mais il peut aussi reprendre.
Un accident est si vite arrivé, surtout à un grand noir qui conduit une Mercedes. N'oublie pas qu'un grand noir qui décède dans la carcasse d'une Mercedes, ce n'est pas un accident de la route, c'est un délit de fuite qui se termine bien. Alors fais gaffe à pas trop me chauffer, petit, et arrête de faire ta parano. C'est vrai que je vous ai pas fait de cadeau à vous les Noirs, mais rassure-toi, aux Juifs et aux Arabes, je leur en fais pas non plus. Ariel Sharon, c'est moi qui l'ai créé. D'ailleurs, moi aussi, tu sais, on m'a accusé d'antisémitisme, alors que mon propre fils est juif. Et c'est pas complètement infondé. Effectivement, il y a un de mes premiers commerciaux de mon équipe, un certain Saint-Paul, qui a pondu un jour un rédactionnel intitulé Épître aux Thessaloniciens, dans lequel il a glissé une petite phrase qui disait que les Juifs étaient franchement pas des gens fréquentables. Résultat, 2000 ans de pogrom. Bon, comme quoi une simple petite phrase peut faire de gros dégâts, mais ça, tu le sais désormais. Allez, keep cool, man, et j'espère te revoir très bientôt à la messe, sinon j'envoie le curé de Bourg-la-Reine te chercher. Amen. Didier Porte, que vous pourrez retrouver dans son nouveau spectacle. Didier Porte aime les gens. C'est un scoop du mercredi 10 au samedi 13 novembre à 21h15 au point virgule à Paris. Voilà. Nous sommes toujours avec l'ami Dieudonné. C'est vrai qu'au fond, vous êtes fait plein d'amis depuis un an. Hein, ouais, hein, Bernard-Henri Lévy. Michel, le philosophe milliardaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Et amusant, ouais. Il a appelé au boycott de mon spectacle. Ça vous a pas plu, oui. Oh, c'est normal que je lui envoie une petite crotte de nez dans sa face dans le spectacle, c'est normal. Oui. C'est l'esprit Coubertin, ça. C'est vrai que vous avez une coupe afro légèrement. Oui, bah. Vous qu'à parler créole ou? Moi, il y en a pas à comprendre. Vous êtes antillais, comme ça, vous aurez pu. Vous avez le poil qui rebique, comme ça, qui est... Ouais, je frise, naturellement. C'est vrai qu'il pourrait faire des dreadlocks. Hein. Vous avez toujours été un escroc, parce que d'après votre biographie, quand vous étiez commercial, comme on dit, avant d'être comédien, il paraît que vous avez vendu un autoradio à un couple de sourds-muets. Oui, c'est vrai. C'était une option, c'était une voiture que nous avions en stock, et le chef des ventes m'avait dit, il faut le faire, on était un peu sous les ordres. Et je me souviens, moi j'ai pas bossé très très longtemps dans cette concession, c'était très très drôle, parce que bon, j'ai dit, mais comment je vais leur dire, de leur expliquer? Il m'a dit, mais non, tu leur expliques que c'est bien pour la voiture, quand ils vont la revendre. Ça n'a aucun sens. Mais c'est vrai que j'ai appris beaucoup, et j'ai appris beaucoup sur les gens en faisant ce genre de petit métier. Est-ce qu'on peut juste d'un mot parler quand même de ce qu'il y a dans le spectacle aux Zénith le 29 décembre? Alors oui, alors il y aura tout un tas de surprises, des guests aussi qui seront là, et qui vont faire des petits sketchs avec moi. Et puis autrement, il y aura donc ces excuses qui sont effectivement, comme vous le disiez, des excuses humoristiques. Hein. On rigole pendant 1h30. C'est quand même la réalité des choses. Et puis voilà, c'est mon métier, c'est mon travail. Il y a toujours les intermittents du spectacle, les deux intermittents qui sont avec vous. Les casques bleus. Oui, les casques bleus. Il y a les deux intermittents du spectacle qui sont là. Sous protection. C'est vrai que... Est-ce que vous pouvez donner la marque de vos chaussures? Je pourrais, mais... Allez-y. Salomon. Voilà. Pour qu'il est antisémite. Est-ce que vous avez une réaction? Est-ce que vous avez une réaction de Guillaume Durand, parce que vous faites une parodie de débat animé par un pseudo Guillaume Durand qui est très très drôle? Vous avez bien rigolé, non? Pour l'instant, il ne s'est pas manifesté. Ouais, j'ai deux personnages, donc deux philosophes, le philosophe Goldwyn Kraut, que j'ai Alain Finkielkraut, oui, pour ne pas le citer. Oh non, enfin bon, oui, finalement, c'est pas aussi loin que ça. Et puis Tariq Ramadi. C'est un face à face entre les deux, et c'est assez amusant, effectivement. Chacun avec ses convictions et ses... Au fond, vous êtes un peu rancunier tout de même. Pas trop, mais ça m'amuse. Bernard-Henri Lévy me fait beaucoup rire. Ces leçons de morale de ce philosophe milliardaire m'amusent énormément. Vous êtes donc très content de tout ce qui sort sur lui, là, et c'est une remontée d'égout, là, pour... On sait pas tout, c'est vrai que c'est les grandes leçons. Ben oui, je pense que c'est la vérité qui arrive un petit peu, on peut pas impunément comme ça, être dans l'imposture. Donc je suis bien content aujourd'hui qu'effectivement la vérité simplement apparaisse. Et vous aviez un projet d'écrire un spectacle avec quelqu'un d'autre? Vous avez tenu ce... Oui. Mon ami Daniel Prévost, avec qui on prépare maintenant une entrée sur scène à deux. Donc je pense qu'on ne verra pas beaucoup en promotion. Je pense qu'il y a aussi eu des problèmes récemment, mais non, je pense que ça va être un spectacle amusant. Puis j'avais besoin de me retrouver comme ça aussi. Une pièce de reçoit ou bientôt? Oui, il était notre invité vendredi dernier.
C'est tordant. Ah, mais il y a eu le week-end. J'ai pas pu passer le week-end. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a bien ri. Oui. C'est un moment de bonheur, vraiment. Merde. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je vous explique, c'est aussi une émission enregistrée, mais on l'a enregistrée vendredi prochain. Donc, on est quel jour? Est-ce qu'on a, c'est le printemps? Qu'est-ce qui se passe? L'émission d'aujourd'hui, on est lundi, elle sera diffusée lundi, mais lundi prochain. Et l'émission de jeudi après-midi sera diffusée vendredi. Attends, tu veux de l'aspirine? Non, je crois pas. Là, nous sommes quel jour? Les gens nous entendent. Là, on est novembre. Voilà, on vient des chrysanthèmes. C'est pour ça que vous parlez de Dieu. Non, mais je faisais semblant de comprendre à un moment donné, mais je n'ai rien compris. Ah, vous jouiez le plus intelligent. Non, mais je savais que les émissions en direct, c'était fini pour moi. Mais le délai d'une semaine, quand même. Il n'y a pas de coupe ici. Parce que ça demande trop de travail de faire des coupes. Alors... On n'a pas d'esclaves. On a dit rendez-nous nos prépuces. C'est des trucs qui vont être coupés. On peut pas dire ça à l'antenne. Ça a déjà été une fois, Guy. On peut pas le recouper une deuxième fois. La poêle Cluzel. Ah non, on n'a pas le droit. Bon, ça y est, c'est bon. Le temps malheureusement file. Nous nous retrouvons avec Dieudonné dans... Il va falloir songer à baquer. On se retrouve avec Dieudonné qui sera au Zénith, je le rappelle, le 29 décembre dans un instant. J'en profite également pour citer peut-être un livre qui vient de sortir, Coluche par Coluche, présenté par Philippe Vandel, Nuit gravement au con, hein, je le dis, c'est ce qu'il a écrit sur la couverture, c'est au Cherche-Midi. Il dit par exemple... Il y a une phrase sur la religion, il y a plein de choses. Non, c'est bien de relire Coluche de temps en temps. Ah oui. Il dit tout le monde est raciste, tout le monde y compris ceux qui sont des victimes. Le racisme est à double sens, il n'y a pas que des problèmes entre races, il y a aussi entre régions. Et il raconte ça. Vous le connaissez ce texte de... Non, je le connais pas, mais j'ai en entendu parler. Je vous l'offrirai si vous voulez, même s'il m'est dédicacé par Philippe Vandel. Lecteur, il met lecteur du Nouvel Obs. Je le dis pour sciemment, parce qu'il y a François Reynard, ça nous démange. 27% des pouilleux, des Arabes, des PD et des crasseux du Nouvel Obs voteraient pour moi, dit le président Coluche. Ils sont les bienvenus. Plus on est des pouilleux, plus on se gratte. C'est des crasseux. Voilà, bravo, tu vois qu'il y a des pouilleux au Nouvel Obs. Carlier, il nous fait toujours passer pour la gauche caviar. 27%. Pas mal. Ça dit, c'est vrai que quand on lit Coluche... serviette aux Fouquet's aussi, au Nouvel Obs. Juste un mot de donner avant de donner la parole à Alessandro. C'est vrai que quand on relit ce que disait Coluche et des proches, on se rend compte que... Ah, mais il pourrait pas aujourd'hui faire ce qu'il faisait. Ça s'est cristallisé un peu. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus rien le droit de dire. Ouais. Non, et puis Coluche était... les proches, pareil, je pense qu'ils étaient... ils vivaient... parce que Coluche a fait que le genre humoristique, enfin le one-man show a explosé après lui. Et c'est vrai que beaucoup ont vécu comme ça, en critiquant, en jouant du malaise social, parce que l'humour c'est un petit peu ça. Et lui c'est quand même investi et s'est engagé, donc c'est quand même un parcours unique, quoi. Et dans ce qu'il dit aujourd'hui, il ne pourrait pas faire la moitié des sketchs qu'il faisait, quoi. Alors vous savez que dans cette émission, on est très engagé contre la berlusconnerie. Non, c'est parce qu'on a reçu les gens de Charlie Hebdo qui ont fait une compile de Charlie depuis 70. C'est ahurissant quand tu vois ce qu'ils se disaient en 70 par rapport à maintenant. Comment politiquement correct. Oui, mais c'est aussi par rapport à ce qu'il parle tout à l'heure, par rapport à ce qu'on disait sur le fait qu'il y avait d'insoutenables blagues sur les Noirs, etc., qui paraissaient normales, et maintenant... Le CRS arabe, on pourrait pas le faire maintenant, quoi. Il y a plein de vannes comme ça qu'on pourrait plus faire. Il y a plein de vannes qu'il faisait à la télévision dans son émission Info, sur le salon du prêt-à-porter, les fêtes, tout ça et tout, il les balancerait maintenant. C'est vrai qu'il y avait une liberté de ton qu'on n'a plus, quoi. Mais même qu'on voit, comme moi, qu'on faisait des sketchs à la télévision, on devait donner la cassette une semaine avant parce que le moindre truc. Mais justement, le CRS arabe, c'est du second degré. Oui. C'est comme le sketch de Bedos quand il disait on vient de Marrakech, c'est plein d'arabes. T'avais les mecs qui arrivaient qui lui disaient qu'est-ce que vous leur mettez dans la gueule aux arabes. Bravo, continuez. Mais il y en a qui le prenaient au premier degré, c'est vrai. On le voit bien ici aussi, par exemple l'humour. Il y a beaucoup d'auditeurs nous écrivent. Chaque fois qu'on fait une vanne, c'est vraiment, il n'y a aucun mauvais esprit, mais certaines personnes prennent tout au premier degré. C'est-à-dire qu'il y a une cristallisation quand même de l'opinion publique. Ouais, je crois que c'est grave parce que quand on touche à l'humour, c'est l'autodérision là tout d'un coup.